Alors nous allons continuer donc la matinée avec Sandra Pinel et Jean-Michel Soulard. Donc Sandra qui est IPA en psychiatrie santé mentale, patiente experte en addictologie, bénévole de l'association France Patients Experts Addiction et coordinatrice de la modération du forum Addicted. Et Jean-Michel qui est patient expert addiction, co-intervenant à la faculté de médecine de Nantes, élaboration et animation du programme d'ETP en addictologie et modérateur sur Forum Addicted. Je vous laisse la parole. Merci. Que de titres. Bon, on va continuer sur les patients experts, sur les pairs aidants. Et on va vous parler de l'IPA comme un levier pour favoriser l'intégration d'un patient pair au sein d'une équipe de soins. Et comme ça se fait en concertation, coopération, on a trouvé intéressant d'intervenir à deux voix au travers de nos deux expériences. Jean-Michel donc au CHU de Nantes dans les programmes d'ETP et puis moi à Opélia. On va commencer par une présentation croisée. Puis on va vous proposer de faire un pas de côté en vous parlant de la genèse de la pérédance, les différentes applications possibles et puis l'IPA dans tout ça. Bonjour à tous. Je vais donc commencer par présenter Sandra. Qui est-elle ? Elle est infirmière diplômée d'État depuis 1998. Elle pratique à l'hôpital intercommunal des Pays de Retz pendant 20 ans, en EHPAD, puis en médecine de soins palliatifs. Depuis août 2016, elle se rétablit de ses conduites addictives. Elle obtient son diplôme universitaire d'addictologie en 2018 dans le Collège des patients experts addiction. Elle crée un groupe Facebook l'autosupport en parallèle. Ce groupe Facebook s'appelle Addiction Alcool. Ensemble, on est plus fort, afin de partager des connaissances acquises. Elle est certifiée patient experte addiction en 2020. Elle coordonne également la modération du forum Addicted. Elle a été présidente de l'association France Patients Experts de 2021 à 2022. Elle est à Opélia 44 depuis 2019, puis depuis 2020 au Xapacaru de la Rose des Vents à Saint-Nazaire. Et elle a eu la bonne idée d'écrire un petit bouquin, le journal d'une polyaddicte libérée, qui est paru le 19 octobre 2023. Et qui est en vente en bas. Il y a de la pub. Merci pour elle. Et donc maintenant, elle est infirmière en pratique avancée au centre d'addictologie à Opélia 44 et doctorante en devenir. Oui. Merci. Alors on va parler un petit peu de Jean-Michel quand même aussi. Donc il est entré dans la vie active en 1978, peintre en bâtiment, puis employé de commerce, avec déjà à l'époque une forte implication associative, où il était président de l'école de musique de Couëron, puisqu'on est du 44, de Loire-Atlantique, rétabli de ses conduites addictives, donc le cannabis déjà en 1987, l'alcool en 2015, le tabac depuis 2021. Il est entré dans le parcours de certification des patients experts addiction, donc auprès de l'association France Patients Experts Addiction, qui est, en fait, il y a deux certificateurs, on va vous expliquer un petit peu plus loin. Donc en octobre 2020, il rentre dans ce parcours et moi je le rencontre à ce moment-là, au moment de son jury de recevabilité. Et puis il y a un lien qui se tisse et puis donc je l'ai accompagné pour son parcours de certification. Certifié donc en septembre 2021, ça a été un parcours assez fluide. Et depuis 2021, donc, il intervient sur les cours addicto avec le professeur Marie-Graal Bronec de l'Université de Nantes, où il témoigne auprès des étudiants en médecine, un peu toutes les années, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis formation ETP, il s'est formé à l'éducation thérapeutique du patient en 2022.
Il modère le forum Addicted, il intervient sur le forum Addicted en tant que patient expert. Il a participé à la conception et l'animation du programme ETP de l'équipe de service Guillaume Apollinaire, donc c'est au CHU de Nantes. Et c'est ce point qu'on va vous développer un petit peu plus loin. Et puis, il est administrateur de l'association France Patients Experts Addiction depuis 2023 et heureux retraité depuis juillet 2023 où il voyage, et où aussi, du coup, il a une grosse encore implication associative. Ça continue. Merci. Et donc, comme nous sommes des Ligériens et que le pas de côté est très présent à Nantes, nous ne pouvions pas vous en proposer, ne pas vous en proposer ensemble. Pour définir la pérédance, en fait, c'est une ou plusieurs personnes ayant souffert d'une maladie somatique ou psychique et apportant un soutien aux personnes souffrant de cette même maladie. Un petit point sur la genèse de la pérédance. L'aide à l'accompagnement des patients usagers présentant une conduite addictive, notamment une alcoolodépendance, remonte à la fin du XIXe siècle. Depuis le début du XXIe, l'addictologie a couvert l'ensemble des champs de la lutte contre les addictions, a rapproché des structures de soins et médico-sociales et renforcé les échanges avec les patients usagers et leurs associations. Depuis les années 90, les professionnels, patients usagers et pouvoirs publics se sont réunis autour d'un nouveau paradigme. La réduction des risques et des dommages dans les addictions. L'approche expérientielle se développe et l'accompagnement du patient dans ses phases de motivation devient la règle. Plus récemment, donc, on a vu se développer des groupes d'entraide sur Internet, donc sur Facebook en particulier, des groupes d'autosupport, puis aussi les forums, ce qui n'existait pas avant, c'était que des groupes d'entraide en présentiel. Ça s'intègre dans le mouvement général du développement du pouvoir d'agir. C'est le patient qui prend le pas et puis crée finalement ses propres lieux d'entraide, favorisés par le numérique, qui nous permet d'avoir pas mal de plateformes. De nombreuses recherches depuis plus d'une vingtaine d'années ont démontré l'efficacité des programmes qui intègrent les patients experts, qui vont aussi améliorer la qualité de vie des professionnels grâce à ce partenariat qui va être bénéfique pour tout le monde, finalement, pour la personne accompagnée, mais aussi pour les professionnels. Et puis la réussite de ce partenariat, elle réside dans la reconnaissance de la compétence de chacun entre les patients experts et les acteurs des soins et de l'accompagnement, puisque chacun a sa place, toute sa place et rien que sa place. Ça, c'est une phrase qui a été dite lors d'un groupe de travail à Opélia où je travaille, sur la pérédance. C'est une association qui place au cœur de ses accompagnements les savoirs expérientiels, et on a beaucoup de travaux de groupe là-dessus. Donc c'est un médecin psychiatre avec qui je travaille qui a prononcé cette phrase dont je me sers beaucoup. Je trouve qu'elle est très parlante. Donc, et maintenant, dans les secteurs médico-social, sanitaire, l'engagement des personnes concernées, ça désigne toute forme d'action individuelle ou collective au bénéfice de leur santé, leur bien-être, leur qualité de vie et de ceux de leurs pairs. Parce que tout à l'heure, l'intervenant précédent parlait du rétablissement, puis c'est vraiment améliorer sa qualité de vie. Donc l'engagement des patients en direction de leurs pairs, il s'est développé depuis les années 70, depuis l'épidémie du sida, la création d'associations comme ASUD, Autosupport des usagers de drogue. Donc, qu'en est-il aujourd'hui, si on parle de tous ces pairs? Alors les pairs aidants, les médiateurs santé, les patients experts, les patients ressources, les patients partenaires, sans oublier bien sûr les proches aidants, comment s'y retrouver dans toutes ces dénominations? Alors, l'implication des personnes soignées dans la définition de leur identité, exemple de l'addictologie, on y trouve la CPEA, la certification de patient expert addiction
porté par l'association France Patient Expert Addiction, qui est certificateur, et par l'APHP, qui est co-certificateur. On va avoir aussi les médiateurs santé-pairs, qui eux sont porteurs d'une licence, les usagers relais, qui ne veulent ou peuvent pas faire de formation, les pairs aidants, l'entre-deux, certaines structures, patients ressources, patients partenaires, les Kéros, qui sont des centres thérapeutiques résidentiels créés par l'association Opelia. On y rencontre les actions. C'est un terme décidé par les personnes soignées et les professionnels, qui en fait veut dire les patients qui agissent, qui sont acteurs. La licence sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur de santé-pairs, est une formation qui souhaite accorder une plus grande légitimité au savoir expérientiel des personnes, acquis à travers un parcours en tant qu'utilisateur des services de santé mentale, afin de faire évoluer les pratiques de soins vers une plus grande prise en considération des usagers des services de santé mentale. Cette licence, elle vise à former de nouveaux professionnels dans le champ de la santé mentale, des professionnels de l'aide et de la médiation, permettant d'améliorer l'accès aux soins et la qualité des soins des personnes souffrant de troubles psychiques. Promouvoir l'activité des PEA en valorisant leurs compétences spécifiques. Développer ou renforcer des compétences, c'est la première étape vers une harmonisation des compétences et du développement d'un langage commun et spécifique aux patients experts addiction. Ajouter la reconnaissance nécessaire aux patients experts addiction légitimera leur mission tant auprès des professionnels que de leurs pairs. Donc, comme on l'a vu, on a différentes dénominations, en tout cas pour les pairs aidants, enfin les patients qui interviennent auprès de leur père, on retrouve une identification. Donc c'est une personne qui a le même parcours de vie, qui s'est rétablie, donc c'est l'ouverture des possibles, c'est possible d'en sortir. Moi aussi, je peux en sortir. C'est une complémentarité aussi avec les professionnels de soins et les médiateurs de santé pairs ou patients experts. Ça apporte aussi un angle de vue différent aux patients, mais aussi aux professionnels, puisque dans les réunions, par exemple, qu'on peut avoir de travail, le patient, le père, peut apporter un point de vue différent aux professionnels sur une situation de soins. C'est aussi un support de projection positive, l'ouverture des possibles, ça suscite l'espoir, ça facilite l'adhésion aux soins également. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, les patients experts, le bilinguisme. On parle à la fois le langage des professionnels et celui des patients. Donc si on part du parcours de Jean-Michel pour essayer de vous illustrer tout ça, devenir patient expert addiction, donc là vous avez sur la droite le parcours certifiant qui est en 3 étapes. Donc nous on s'est rencontrés sur la première étape, la recevabilité, où la personne va présenter son parcours de vie dans les addictions, son parcours de rétablissement, quel est son projet de patient expert, comment il aide déjà ses pairs. Ensuite, il y a le deuxième point où on va accompagner la personne à renforcer ses compétences par des formations, des stages, par exemple. Et puis, la troisième étape qui est la certification. Donc, les jurys sont composés toujours d'un patient expert addiction qui est déjà certifié, d'un professionnel de l'addictologie et d'un futur employeur. Donc, la rencontre s'est faite au moment de la première étape, et puis il y a un lien qui s'est établi. Donc Jean-Michel est nantais, moi j'habite un peu plus sur la côte, mais on n'est pas très loin. L'envie aussi de le rapprocher de ses pairs, donc en lui proposant des groupes de parole à côté de chez lui, et puis aussi d'intégrer donc du coup la modération du forum Addicted. Donc maintenant, c'est un des modérateurs les plus impliqués et qui a les réponses les plus précises. Puis donc, il m'a demandé d'être sa tutrice, donc j'étais ravie de l'accompagner dans ce parcours. Et puis, il a pu renforcer donc, ses compétences par des formations. Et puis, le travail peut-être qui est le plus important du tuteur, qui accompagne quelqu'un qui est en cours de certification, c'est mettre en valeur ses compétences. C'est ça, je trouve, qui est le plus difficile, finalement.
Donc, si tu veux nous parler, Jean-Michel, comment tu as pu être impliqué au niveau des activités du CHU de Nantes en ta qualité de patient expert addiction certifié? Alors, c'est pas arrivé par hasard. Ça a été lors d'une consultation avec ma psychiatre Marie Graal-Bronek, où je lui ai, où elle m'a soumis l'idée de participer à un programme d'éducation thérapeutique du patient. Je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler avant, mais maintenant je vois bien. Et du coup, effectivement, ce programme m'a vraiment séduit. Et donc, j'ai demandé à faire la formation. Et maintenant, Puis elle t'a proposé aussi, je crois, à t'orienter vers l'association FPEA. Oui, alors tout à fait. Tout était en lien, en fait. Lorsque je lui ai soumis cette idée de faire la formation de TP, afin de légitimiser un peu plus ma demande, elle m'a proposé justement d'aller vers FPEA. FPEA, elle connaissait très bien, puisque à l'époque, c'était Michel Reynaud qui en était... qui en était le fondateur et avec qui elle travaillait aussi. Et donc, ce dont elle me disait, c'est que FPEA pouvait m'apporter énormément, tant en formation, et m'a aussi permis de financer ma formation. Oui, aussi, il y a eu tout ça qui s'est intriqué. Ouais. Alors nous, patients experts, nous aimons à dire que nous sommes la passerelle entre le soignant et le patient. Mais toi, Sandra, qui portes les deux casquettes, comment réussis-tu à allier les deux? Patiente experte et infirmière. Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Quand j'ai passé un diplôme universitaire d'addictologie donc en 2018 et je voulais aller travailler en addicto. Et pour moi, il n'y avait pas j'avais pas caché l'une ou l'autre des identités. Sur le CV que j'ai envoyé à Opelia 44, j'ai mis les deux, infirmière et patient expert addiction. Finalement, ça passait ou ça cassait, donc c'est passé, c'est très bien passé. Je ne peux pas me dissocier. Je suis les deux dans les accompagnements. Il y a aussi bien des apports de l'infirmière qui a fait un diplôme universitaire d'addictologie, de l'EPA maintenant, qui a encore acquis d'autres compétences. Et aussi, par moment, il y a des partages expérientiels qui peuvent aider la personne. Et donc, comment en es-tu arrivée à être coordinatrice du Forum Addicted? Donc, tu parlais du professeur Jean-Michel Reynaud tout à l'heure. Donc, il a impulsé beaucoup de choses, Michel Reynaud. Hein. Il a impulsé donc, que les patients experts addiction soient reconnus. Il a milité pour la professionnalisation aussi. C'est le père fondateur de l'addictologie telle qu'on la connaît maintenant. Avant, on avait l'alcoolologie d'un côté et la toxicomanie de l'autre. Et donc, je l'ai rencontré quand j'ai fait le diplôme universitaire d'addictologie. En fait, c'était celui de Paris-Sud. C'était le premier qui intégrait les patients dans son cursus et qui avait donc donné une place aux patients experts. On les appelait comme ça à l'époque. Et puis, la certification est arrivée, elle, en 2020. Et donc, il avait déjà identifié que je gérais déjà un groupe Facebook d'autosupport. Et donc, il m'a demandé de coordonner la modération du forum. Et donc, venons-en à ce superbe ouvrage que, moi, je vous encourage à l'avoir tous dans vos bibliothèques. Hein, il n'y a aucun problème. Le journal d'une polyaddicte libérée. Alors, mais comment t'es venue déjà l'idée d'écrire ce recueil, parce qu'on peut aussi l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bouquin? Des outils, ton témoignage, un tas de ressources. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai été sollicitée par une conseillère d'édition, il y avait eu un petit reportage qui avait été fait par France 3 à l'époque, Pays de la Loire,
Elle m'avait demandé si j'avais une idée de livre. Et bon, j'avais déjà lu plein de témoignages qui étaient super intéressants. Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus si je restais uniquement sur le pan du témoignage. Donc ça donne un support d'identification, bien sûr, hein, mais il y avait aussi, ce que je voulais, c'était aussi expliquer et transmettre qu'est-ce que l'addiction, pour les proches déjà, pour mieux comprendre ce que c'est, aussi pour la personne qui a peur de tomber dans une conduite addictive ou qui est déjà dedans, lui donner des moyens aussi de réduire les risques, lui donner des outils, l'outiller aussi pour en sortir, ou même pour un proche qui puisse aussi avoir des tips. Et puis donner des ressources pour trouver de l'aide, qui est tout dans le même livre, qui est tout. Bon, c'était ça l'idée. Et donc maintenant, tu es infirmière en pratique avancée. L'IPA, un levier pour favoriser l'intégration d'un patient pair au sein d'une équipe de soins. Voilà, ça nous amène à notre sujet quand même d'intervention. Donc moi, je vois un parallèle, je vois une trajectoire entre les IPA et les patients experts addiction. L'IPA, par sa vision holistique du soin et les pas de côté qu'on est capable de faire, ça permet de placer la personne accompagnée, la personne accueillie vraiment au centre de ses soins. Le patient expert, lui, est un pont entre les professionnels de l'addictologie et les personnes accompagnées, comme nous, on peut être un pont aussi, hein, pour parfois donner la voix du patient auprès du médecin ou des collègues. Aucun ne prend la place de l'autre. Le patient expert ne prend pas la place des professionnels de l'addictologie. L'IPA ne prend pas la place des médecins ou d'autres professionnels. La professionnalisation des infirmières, elle a pris plusieurs siècles. Alors on espère que ça ne va pas être aussi long pour nous, mais pour les patients experts, mais voilà. Donc souhaitons que chacun trouve sa place, rien que sa place. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps pour les questions. Je ne vois toujours rien en haut. Vous parliez donc des groupes support de Facebook et des forums. Là, en 2024, on a une population jeune, on va dire, de la vingtaine, etc., qui n'utilise plus du tout ce réseau social. Est-ce que vous avez des objectifs ou des idées vers quoi vous orientez pour arriver à avoir cette population-là Moi, j'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus sur le groupe Facebook justement pour demander des idées. Ils ont des groupes en fait de nurshi de sevrage. Il y en a quand même sur Facebook, quelques-uns, où ils sont venus demander des conseils à l'époque pour monter leur groupe. Par exemple, sur le groupe du défi de janvier, on a quand même une population des 18-25 ans qui est aussi importante que la classe au-dessus de 50 ans. Donc il y en a quand même quelques-uns. Après, on ne peut pas reproduire les groupes d'entraide privés avec la possibilité de publier en anonyme ou de commenter en anonyme sur d'autres plateformes. Il n'y a vraiment que sur Facebook qu'on peut faire ça. Et sur le forum Addicted, on a quand même de plus en plus de jeunes aussi. Hein, si tu veux... Oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes et ce, quelle que soit l'addiction. Hein. Je trouve même, moi, qu'il y a on voit un peu plus maintenant d'addiction comportementale, notamment le jeu et le sexe. Ouais, je trouve que là, ça commence à aller en flambant, malheureusement, quoi. Il n'y a vraiment que sur le forum Addicted, hein, pour traîner un peu partout. Sur le forum Addicted, donc on voit autant de personnes s'exprimer sur les addictions sexuelles, ça c'est vraiment important. Et des jeunes aussi qui viennent parler de la kétamine, de la 3-MMC. Bon, après, on a les forums psychoactifs, par exemple, ou d'autres qui parlent plutôt de la façon de consommer à moindre risque. Nous, c'est plus des gens qui viennent demander de l'aide pour réduire ou arrêter. C'est pas la même optique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? C'est
toujours les mêmes. J'en profite parce qu'il est affiché là-haut et je me dis, est-ce que tu peux peut-être rapidement nous parler de l'étude descriptive que tu as menée et peut-être les conclusions auxquelles tu en es, auxquelles vous êtes arrivé, parce que tu n'es pas toute seule à mener ça. Merci. Oui, donc mon poster qui est là-haut est issu de la recherche de master. En fait, j'étais en train d'écrire le livre quand j'étais en 2e trimestre de master et j'avais envie de travailler autour de ça. Donc j'ai été mise en lien avec un futur directeur de recherche. L'idée, c'était de voir comment un livre qui avait toutes ces dimensions pouvait aider les personnes accompagnées dans leur établissement. Comment ça pouvait aussi soutenir les soins qui sont déjà apportés, même les augmenter, puisqu'il y a certains outils qui sont donnés dans les centres d'addictologie, mais aussi dans les centres de cure, et que les personnes peuvent revenir dessus, retravailler dessus. Donc c'était pas évident de travailler sur son propre travail. Du coup, il y a une double codification avec un médecin addictologue que je connaissais pas. Entretien avant et après lecture du livre. Donc après lecture du livre, c'est pas moi qui les ai faits. C'est une collègue IPA qui présente son poster aussi aujourd'hui. Et puis un collègue psychologue. Enfin, le plus dur pour moi, c'était quand même ce côté-là, d'avoir le moins de biais possible, et puis la légitimité, finalement, à mener ce travail. Mais ça a été très enrichissant d'avoir la parole des personnes. Quand je retranscrivais les 2e entretiens, émotionnellement, parfois, c'était assez fort. Bonjour. Comment est-ce que je pourrais favoriser l'intégration d'un patient père ? Concrètement, je sais que c'est très vaste, mais peut-être juste 2-3 trucs pour m'aider à cheminer et à trouver comment je pourrais faire dans mon équipe, parce qu'il y a un contexte, il y a j'ai des tutelles, des cadres, etc. Mais voilà. Parce que même quand j'en parle à l'école, j'enseigne à l'IFSI, mais c'est vraiment... il y a des vraies barrières qui se lèvent en disant « mais non, mais ils ne peuvent pas ». Si. Ça me semble évident, mais voilà. Comment ce qui, moi, me semble évident, je peux arriver à le faire comprendre à d'autres ? Du coup, c'est plus celui d'avant sur la stigmatisation, mais... mais quelque chose quand même qui a fonctionné, moi, où je travaille, c'est de commencer par co-animer. C'est ce que tu as fait. Voilà. C'est un début de réponse que j'ai. Mais c'est déjà, puisque vous enseignez à l'EFSI, c'est déjà d'inviter un père aidant avec vous et qu'il parle un peu de son parcours de vie, de son parcours de rétablissement, et ce qui va aussi libérer un peu toutes ces barrières, tous ces freins qui peuvent exister autour de la pérédance. Entre parenthèses, parce que moi je sais que la pérédance elle est essentielle, mais pas forcément pour tout le monde, et c'est ce que c'est ce qui m'anime en allant co-animer les interventions avec Marie Bronek, du fait de... encore un peu plus maintenant, puisque du fait déjà d'évoquer mon parcours d'addict, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est aussi mon parcours de rétablissement, comment j'ai pu réagir à tel ou tel traitement, quelles ont été mes barrières aussi, quelles ont été mes peurs, quelles ont été mes craintes, et aussi, c'est aussi de témoigner du fait que on peut y arriver, et on peut aussi travailler ensemble. De par ma fonction de patient expert addiction aussi. Et ce que j'y fais, quels sont les champs possibles en tant que patient expert addiction, c'est tout ça qu'on peut aussi développer. Et moi, je vous invite à proposer à certains pères aidants
autour de vous à venir participer au cours. Moi, où je travaille, c'est ce qu'on fait. On invite en fait les usagers à participer à pratiquement toutes les instances. Et plus on invite, quand je fais des ateliers de réduction des risques, j'essaye. On identifie assez vite en fait les personnes qui pourraient co-animer avec soi. Et je co-anime quasiment tous les ateliers avec des usagers. Je commence seule et puis petit à petit, je ramène. Plutôt que de le faire avec un collègue, c'est un usager qui co-anime. Toujours les mêmes. Ouais, Sandra, moi je voulais revenir du coup justement sur ta double casquette et ce qu'elle apporte. Du coup, le patient qui vient sait que tu es IPA, que tu es patiente experte, donc il sait que tu as consommé, que toi aussi tu as tes failles, tu as tes vulnérabilités, tu as ton parcours, tes bagages, tes casseroles, tout ça. Et justement, ça revient à une question que j'ai souvent eue avec des collègues, que ce soit d'ailleurs infirmiers, IPA, médecins, c'est est-ce que en tant que soignant, dans l'Alliance, est-ce que c'est bon de temps en temps de mettre un peu des billes de soi, tu vois, pour justement créer l'alliance et pour montrer aux patients que derrière ta blouse blanche, tu es aussi quelqu'un, c'est un peu... Oui. Voici l'esclave que vous preniez pour un roi, tu vois. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est tous des potentiels usagers. Donc, je veux dire, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Sauf que nous, là, on est dans une posture, finalement, d'accompagnant. On accompagne des personnes dans leur parcours de soins, mais on est des êtres humains et on a nos failles, nous aussi, et leur montrer que on n'est pas juste... Alors moi, je travaille pas avec une blouse, mais quand j'étais à l'hôpital, qu'on était juste une blouse blanche, là, finalement lisse, et puis... oui, ça crée beaucoup de choses, ouais. Quand ils me voient la première fois, pour certains, quand ils arrivent dans le centre, ils ne connaissent pas mon histoire. Donc ça vient petit à petit, parce que déjà, je vais employer parfois des mots qui sont les leurs, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Et eux se rendent compte, par contre, ils se disent « Ah, elle est passée par là aussi ». Voilà, donc ça se fait en général comme ça, assez simplement, finalement, et ça renforce l'alliance. On a encore un petit peu de temps, si... Je crois que vous avez faim. Soif. Soif, peut-être. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel et Sandra. Merci pour votre attention. Bon appétit à tous.